Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, les élections communales et municipales maintenues au Bénin. Les scrutins se tiendront donc le 17 mai 2020 sous fond de pandémie de coronavirus. À cet effet, l'exécutif a pris des mesures pour protéger au mieux les populations. La campagne électorale se fera exclusivement dans les médias. C'était leur première réunion depuis le début de la pandémie. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel se sont réunis lors d'une visioconférence mercredi 15 avril. Au cœur des discussions, la crise sanitaire dans la région sahélienne et la dégradation de la situation sécuritaire. Et puis en Côte d'Ivoire, même si la date des élections à la présidence de la FIF n'a pas encore été annoncée, la candidature de l'ancien capitaine des éléphants Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est plus que plébiscitée. La date de l'élection devrait être annoncée d'ici le 16 mai 2020. Mais tout d'abord, en Centrafrique, l'idée de modifier la Constitution devient de plus en plus concrète. Jeudi 16 avril, le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré la recevabilité du projet de loi modifiant le texte fondamental. L'objectif, selon les initiateurs du projet, est de combler un manque de la Constitution qui ne prévoirait pas la vacance de la présidence en cas de report du scrutin pour cause de force majeure. Le mandat du président Faustin Archange Touadéra prendra fin au plus tard le 30 mars 2021. Selon les porteurs de ce projet, l'épidémie de coronavirus risque de créer un report des élections au-delà de cette date butoir. Ils craignent ainsi une vacance du pouvoir et refusent la possibilité de l'organisation d'une nouvelle transition dans le pays, déjà évoquée par certains. Au Bénin, la date des élections communales et municipales de 2020 reste maintenue. La Commission électorale nationale autonome a dévoilé son calendrier sans modification. La phase liée à la désignation des agents électoraux aura lieu du 20 au 26 avril et celle de la campagne électorale se tiendra du 1er mai au 15 mai 2020. Campagne adaptée au contexte de crise sanitaire, pas de meeting ni de caravane, encore moins de porte-à-porte. Elle sera exclusivement dans les médias pour éviter les rassemblements. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ono. En pleine pandémie du coronavirus, tout se met en place au Bénin pour la tenue effective des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Face au renouvellement des conseils communaux et municipaux, la décision du maintien des élections a été prise à l'issue d'une réunion mercredi 8 avril 2020 entre le chef d'État Patrice Talon et les présidents d'institutions. Entre autres dispositions à mettre en place face au Covid-19, des dispositions sanitaires de prévention des populations et la campagne électorale fortement médiatique. Tout le monde doit respecter la décision, voilà, et avancer. C'est une bonne chose pour les partis politiques, mais il faut quand même miser fort dans la communication et je crois qu'on va y arriver. Le PRD fait déjà beaucoup de choses. Le PRD prend ses dispositions et accompagne dans les milieux. Nous savons les règles d'hygiène qui ont été donc recommandées. La campagne électorale aura lieu du 1er au 15 mai 2020 dans un contexte où sévit la pandémie du coronavirus. Afin de renforcer la riposte au Covid-19, pas de meeting ni de caravane, encore moins de porte-à-porte. La campagne électorale se fera exclusivement dans les médias. C'est clair, c'est une évidence que Covid-19 est un facteur amorphe ralentissant. C'est un facteur entravant. Mais avec ou sans, il y aura absolument élection. L'ampleur est mesurée à un risque minimal. Je crois que c'est possible, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Il faut prendre les mesures qui s'imposent pour y arriver. A noter qu'à la date du 14 avril 2020 au Bénin, sur 35 cas confirmés au coronavirus, 18 malades sont guéris, 16 sont sous traitement et un décès enregistré.
Dans l'actualité également, la mission d'appui de l'ONU en Libye a dénoncé le 16 avril une escalade dans les violences en Libye. La MANUL, dans un communiqué, a fait état de l'intensification des combats ces derniers jours, faisant des victimes civiles et pouvant entraîner de nouvelles vagues de déplacements. Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. Le maréchal Haftar tente depuis un an de s'emparer de la capitale Tripoli. Le conflit a fait jusqu'ici des centaines de morts, dont des dizaines de civils ainsi que plus de 200 000 déplacés. Il a perdu lundi 13 avril plusieurs villes de la côte occidentale, dont deux stratégiques, Sorman et Sabrata, respectivement à 60 et 70 km à l'ouest de Tripoli. Réunis en visioconférence le 15 avril pour leur première réunion depuis le début de la pandémie du Covid-19, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel unissent leurs forces dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Plus de 1200 cas ont été enregistrés dans cette région. La Mauritanie, le pays le moins touché, avec 8 cas, dont un décès, a partagé son expérience avec les autres États sahéliens. Kamesh Katapoulé. La pandémie de coronavirus est désormais l'ennemi public numéro 1, déclare le G5 Sahel. Le Covid-19 passe donc devant le terrorisme. Une déclaration effectuée lors d'une visioconférence mercredi 15 avril 2020. Une réunion qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères de l'organisation régionale, leur premier rassemblement depuis le début de la pandémie. Notre principale préoccupation reste l'achat du matériel, l'équipement des hôpitaux, l'équipement d'unités spéciales pour éventuellement faire face aux cas médicaux. Lors de cette réunion, les protagonistes ont également dressé un bilan de la situation sécuritaire de la région. Une situation devenue particulièrement instable ces derniers jours avec une recrudescence d'attaques terroristes, notamment au Burkina Faso et au Mali. Les ministres du G5 Sahel ont donc lancé un appel à leurs partenaires pour plus d'engagement financier dans la lutte contre le terrorisme. L'ensemble des actions sont focalisées sur cette crise sanitaire. Mais disons que les États au même moment ne perdent pas de vue et n'ont pas reculé d'un seul iota par rapport à la lutte contre le terrorisme qui demeure avant tout une crise qui est assez aiguë et qui risque de déstabiliser les États dans leur ensemble. Et donc dans la stratégie, je crois que les États sont dans une certaine constance. Peut-être ce qui peut changer, c'est peut-être la mobilisation des ressources. La prochaine réunion du G5 Sahel doit se tenir le 24 avril 2020 en présence des représentants français des affaires étrangères et de la défense. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, plusieurs organismes mondiaux ont annoncé plusieurs aides en faveur de l'Afrique. En Centrafrique, les promesses d'aide pour lutter contre le Covid-19 se succèdent. 30 millions d'euros de l'Union européenne, 3 millions de dollars des États-Unis et 5 millions de dollars de la Banque mondiale. Des sommes importantes qui suscitent l'intérêt de la classe politique. Qu'en sera-t-il de leur gestion ? Ibayako. Le plan d'action pour la lutte contre le Covid-19 commence à se dessiner en Afrique. Plusieurs organismes mondiaux et institutions internationales viennent en aide au continent. Avec 30 millions d'euros de la part de l'Union européenne, 5 millions de dollars de la part de la Banque mondiale et 3 millions de dollars des États-Unis, des fonds avec des modalités définies et souvent préconditionnées. Un comité de gestion des fonds placé sous le président de la République dans le cadre du comité de crise est envisagé. Les modalités de cette gestion sont en train d'être définies. Le plus important, c'est qu'on mette en place un système de gestion transparent et auquel tout le monde s'engage. L'opposition n'en semble pas convaincue et s'interroge sur l'utilisation et la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Des suspicions qualifiées de manipulation politique par les autorités de Bangui. On voit que tous les plans de relance entrepris jusqu'à là, et donc c'est beaucoup de plans de relance qui sont lancés. Il y a
il y a très peu de coordination. Et sur ce front-là, d'ailleurs, on aimerait que la Commission de l'Union africaine, pour une fois, puisse prendre les devants et essayer de voir à travers justement le Conseil des ministres des Finances, à travers d'autres secteurs, comment mettre en place une coordination d'ensemble pour préserver et l'économie, la finance. Dans cette lutte accrue contre le coronavirus dans le pays, la sensibilisation des populations et une réponse directe à ces différents besoins figurent parmi les priorités du gouvernement. Le gouvernement sud-africain a annoncé jeudi 16 avril la reprise des activités du secteur minier à 50%. Les sociétés minières doivent cependant assurer la sécurité de leurs employés en menant des contrôles sanitaires et des dépistages. Les salariés des mines travaillant dans des espaces clos sont particulièrement exposés à la contamination. Fanny Monichi. Les activités minières reprennent en Afrique du Sud. Classé dans les secteurs non essentiels par le gouvernement, le secteur minier est quasiment à l'arrêt depuis le début de la période de confinement décrétée pour faire face à la pandémie de coronavirus. Une fermeture qui, si elle se prolonge, pourrait mettre en danger plus de 10% des emplois dans cette filière. Le gouvernement a donc décidé de rouvrir progressivement les mines du pays, mais à certaines conditions. Ces conditions comprennent le dépistage et les tests des mineurs qui reviennent dans les mines. L'industrie doit fournir des installations de quarantaine aux mineurs qui pourront en avoir besoin. Les sociétés minières doivent organiser le transport de leurs employés. Une réouverture des mines qui se fera jusqu'à 50% de leur capacité pendant le confinement pourrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin du mois de mai. Décision saluée par les groupes miniers. Le secteur contribue à 8% du PIB national et emploie quelques 450 000 salariés. Ça veut dire que si l'Afrique du Sud ne vend pas les matières premières à l'international, elle n'accumule pas assez de réserves de change et ne peut donc pas soutenir une économie qui est déficitaire à hauteur de 3 ou 4%. Donc il est important absolument pour le gouvernement sud-africain d'arrêter que tout le système minier soit complètement à l'arrêt. Le confinement total du pays, ordonné par le président Cyril Ramaphosa, doit durer au moins jusqu'au 30 avril. La pandémie de Covid-19 a déjà contaminé plus de 2500 personnes en Afrique du Sud. Dans l'actualité sportive, la date des élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football sera dévoilée sous peu, probablement le 16 mai 2020. L'actuel président de la FIF, Sidi Diallo, ne sera pas candidat, mais dans le milieu du football ivoirien et même à l'extérieur du pays, les voix s'élèvent pour l'élection à ce poste de l'ancien attaquant des éléphants, Didier Drogba. Graziella Tchakounte. Ils sont plusieurs à convoiter le poste de président de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba, Malik Toé, Sori Diabaté sont donc les candidats déclarés pour succéder à Sidi Diallo qui ne se représente plus. Après 2 mandats successifs à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo ne briguera pas un mandat supplémentaire. Cette décision laisse la porte grandement ouverte à Didier Drogba, selon certains observateurs. Pour moi, Didier Drogba, c'est le candidat parfait. C'est-à-dire c'est lui qui pourra dynamiser au fait cette fédération. Pour moi, en tout cas, c'est l'homme idéal pour la fédération. Mais toutefois, les cartes sont à jouer. Il y a les réalités du terrain. Il y a certains présidents de fédération qui vont forcément soutenir Sori Diabaté, par exemple, qui est le vice-président de Sidi Diallo. Donc c'est plutôt un sujet vraiment à débat. Le deuxième mandat de Sidi Diallo a pris fin le 19 février et la prochaine élection du président de la FIF doit se tenir avant le 30 juin selon les textes de la fédération. Didier Drogba, l'ancienne star du football ivoirien, retraité depuis la fin de l'année 2018, a eu une série de rencontres avec les dirigeants de clubs ivoiriens pour exposer à ces derniers ses grandes ambitions pour le football dans son pays. Un projet jugé légitime par l'ancien international camerounais Joseph-Antoine Bell. La candidature de Drogba est légitime. C'est quelqu'un qui a rendu des services au football de son pays. Il a voyagé et a vu ce qui se passe ailleurs. Il aime son pays et la logique veut qu'il veuille le servir. Didier Drogba a obtenu récemment le soutien d'Eugène Diomandé, le président de COE Sport, qui a retiré sa candidature pour se rallier à l'ancien buteur de Chelsea.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.